Et c'est parti pour un nouvel épisode de lecture manga. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, nouvel épisode de lecture manga, ça faisait un petit moment. Et comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, à travers cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai lues justement en ce moment. Et je vais vous donner mon avis sur chaque tome. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, je rappelle qu'il y a un timecode dans la description et en commentaire épinglé. Comme ça, s'il y a une review qui vous intéresse, vous allez directement à l'essentiel. L'émission d'aujourd'hui aura la particularité d'être une émission test. Je vais tester justement un nouveau format, on va dire, pour mes reviews. Un format qui me permet d'aller très vite et de vous parler de mes lectures plus régulièrement. Donc de toute façon, on verra ce que ça donne. En tout cas, une chose est sûre, le programme est assez chargé. Enfin bref, comme d'habitude, installez-vous confortablement et on passe aux reviews. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez mettre en avant le contenu sur YouTube. C'est la seule façon en fait, si vous voulez, de mettre le contenu Geeko World sur YouTube en avant, donc merci à vous. Et si c'est pas encore fait, comme d'habitude, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et comme ça, vous pourrez suivre non seulement mes reviews, mais en plus toute l'actualité manga sur YouTube. Enfin bref, sur ce, plaçons aux reviews. Et on débute cette review avec The Quintessential Quintuplesse Gotobu no Hanayome de son titre original. Et on va parler de son 5e tome, un tome qui change absolument tout pour le manga. Vous le savez sûrement, mais The Quintessential Quintuplesse Gotobu no Hanayome de son titre original est un des mangas les plus vendus au Japon. Et jusqu'à maintenant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu des tomes très sympathiques et fort agréables à lire. Mais beaucoup se demandaient pourquoi un tel engouement autour du manga, surtout au Japon. Eh bien bonne nouvelle, ceux qui se posaient la question avant même de lire ce tome vont avoir la réponse aujourd'hui. En effet, pour moi c'est totalement clair, le tome 5 de Gotobu no Hanayome marque un véritable tournant dans l'histoire du manga et son intrigue. Et pour moi c'est clair que c'est à partir de ce tome là que la magie opère. Ce nouveau tome se focalise cette fois-ci sur le personnage de Yotsuba qui jusqu'à présent avait été mise un petit peu plus en retrait et on avait collé un peu sur le personnage une étiquette de fille un petit peu simplette, j'ai envie de dire, et qui pourtant cette fois prend beaucoup plus d'ampleur et d'épaisseur. Et nous redécouvrons littéralement le personnage de Yotsuba. Dans l'intrigue de ce nouveau tome arrive quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire le flashback sur le passé de Futaro et la fameuse photo, vous voyez ce que je veux dire, déjà au centre de l'intrigue des 5 premiers tomes. Et il n'y a pas à dire, justement, ce flashback redonne encore beaucoup d'intérêt à la série. Bref, en tout cas pour moi un tome encore vraiment complet qui se termine sur un cliffhanger de dingue, et grâce à ce tome, l'histoire prend enfin une nouvelle tournure qui devrait ravir beaucoup de lecteurs. Alors vous le savez, je l'attendais avec impatience, et encore une fois ce tome 26 de My Hero Academia s'est avéré grandiose. Alors comme vous le savez sûrement, l'intrigue de ce nouveau volume s'articule vraiment autour du trio Izuku, Shoto et Katsuki qui vont devoir travailler et évoluer sous la supervision directe de Endeavor, le numéro 1 des super-héros, au cours de leur nouvelle période de stage. Un arc qui malheureusement s'avère assez rapide car il n'occupe qu'en fait la première moitié du volume, mais cet arc il s'est avéré essentiel quant au développement de Izuku, Shoto et Katsuki d'un point de vue puissance mais aussi d'un point de vue expérience, que ça soit physique ou psychologique sur le terrain. J'ai également fortement apprécié ce nouveau volume parce qu'il se focalise encore une fois sur la famille Todoroki et l'évolution un petit peu de Endeavor, donc de ce personnage en tant que père de famille, qui essaye vraiment d'aller vers une rédemption totale malgré ses erreurs passées. C'est un événement assez astucieux parce qu'à chaque fois ça permet vraiment de s'attacher de plus en plus au nouveau numéro 1 des super-héros et qui aura pour sûr un rôle clé dans le futur de l'œuvre. Ce passage sur la famille Todoroki permet également de dévoiler un drame familial qu'on soupçonnait un petit peu tous, mais qui pour le coup est lié à de nombreuses théories autour du manga et autour d'un certain personnage. Et la seconde moitié du tome, quant à elle, nous sert vraiment à constater l'évolution des différents élèves de Yohei à travers leurs différents stages, mais également à nous amorcer doucement le début de l'ultime confrontation entre la bande de Shigaraki et la société super-héroïque. Bref, la suite s'annonce explosive. Maintenant, on passe aux choses sérieuses parce que je vais vous parler de Spy Family. Spy Family, c'était un peu en quelque sorte le manga de la rentrée 2020. Et c'est vrai que moi, je vous en avais déjà parlé il y a déjà quelques temps, justement à travers un manga Discovery que je vous invite à redécouvrir. Mais j'ai reçu ce tome de la part de Kurokawa et c'est donc l'occasion pour moi de vous reparler de nouveau de ce bijou. Enfin disponible en France chez Kurokawa, Spy Family, c'est l'histoire de l'agent Twilight, le plus grand espion de la nation de Westalis. Il va être confié à l'agent Twilight une mission capitale, enquêter sur les projets politiques de Donovan Desmond, un dangereux personnage qui menace la paix entre les nations d'Ostania et de Westalis. Mais pour mener à bien cette mission, l'agent Twilight va devoir prendre une toute nouvelle identité, à savoir Lloyd Forger, et former une famille de toutes pièces, en prenant une épouse et en adoptant une petite fille. Mais contre toute attente, il s'avère que sa fille adoptive Anya soit en fait une télépathe, et sa
femme, Yor, une assassin. Et malgré chacun de leurs secrets et chacune de leurs vies tumultueuses, chacun des membres de cette famille créée de toutes pièces va devoir continuer à vivre en gardant son secret. Bref, vous l'avez compris, le speech de base du manga est plutôt bien ficelé, bien que simpliste, et en un seul volume peut se vanter de proposer de nombreuses thématiques vraiment intéressantes et des idées que je trouve absolument géniales, qui pour moi donnent énormément de charme et d'intérêt à la série et au manga. Si on peut qualifier le manga en quelques mots, on peut dire que c'est un manga porté vraiment par l'émotion et par l'humour, principalement grâce au personnage d'Anya. Et en termes d'atouts et d'intérêt par rapport justement à cette nouvelle œuvre, on peut également ajouter toute l'ambiance guerre froide qui se dégage du récit, et les différents clins d'œil justement à l'histoire de l'Europe, tant ces clins d'œil sont nombreux. En fait c'est simple, dans Spy Family on est face à un climat de tension entre l'Est et l'Ouest, et le tout sur un fond de manga d'espionnage. Ce qui, comme je le disais juste avant, donne vraiment un charme assez particulier au manga, et lui donne une véritable identité propre, ainsi qu'un univers extrêmement riche et extrêmement crédible. Bref, en tout cas, un conseil, foncez lire Spy Family. À présent, je vous propose un peu de douceur avec le 7ème tome de Quand Tagaki me taquine. Ce nouveau tome des aventures de Tagaki et Nishikata apporte son lot de bonnes surprises qui viennent encore une fois égayer le lecteur et apporter un vrai vent de fraîcheur à la lecture. Dans un premier temps, ce qui est vraiment appréciable, c'est que le tome s'ouvre en fait sur 2 chapitres qui nous présentent justement la première rencontre entre Tagaki et Nishikata lors de leur rentrée au collège. Un moment fort agréable en termes de narration parce qu'on nous présente des événements inédits qu'on n'avait jamais vus et peut-être que certains lecteurs avaient fantasmé. Le reste du tome reprend juste après ce qui avait été amorcé dans le tome 6 lors de la rentrée des vacances et comme toujours cela occasionne vraiment des séquences assez drôles et vraiment fun et parfois même touchantes. Bref, en tout cas, même si avec ce tome 7 l'intrigue n'avance pas forcément, la lecture reste toujours autant agréable à lire à chaque nouveau volume de Quand Tagaki me taquine et on s'attache à chaque fois de plus en plus à nos 2 héros. Et en tout cas, moi personnellement, je vous cache pas que c'est une des lectures dont je prends le plus de plaisir à lire à chaque fois. Enchaînons cette fois sur de l'action avec le tome 11 de Eden Zero. Après un tome 10 à couper le souffle qui casse absolument tous les codes qui avaient été instaurés dans Eden Zero et les différentes habitudes narratives instaurées dans le manga, et ce avec une violence rare et beaucoup d'audace, on se retrouve cette fois avec un tome 11 beaucoup plus classique dans sa narration, mais bien heureusement non pas moins plaisant et agréable à lire. En fait c'est simple, ce tome il est principalement rythmé par l'action qui se déroule de tous les côtés, que ça soit pour les affrontements justement des 4 étoiles brillantes, ou bien du côté de Shiki, qui affronte enfin dans ce qui s'annonce justement le dernier combat, l'ultime combat de l'arc, le terrible et sans pitié Drakenjo. Bref, le tome 11 de Eden Zero, c'est un tome qui ne laisse pas le temps de souffler, tant le rythme de l'action est soutenu, et ça de la première à la dernière page. En revanche, si j'avais justement une petite déception par rapport à ce nouveau tome, c'est que pour moi le personnage de Drakenjo, je trouve beaucoup moins impitoyable et dangereux dans ce nouveau volume en comparaison au précédent. Et je regrette également que au final, au vu de ce qui s'annonce justement dans ce nouveau volume, la fin de cet arc semble partie pour justement se conclure avec un schéma assez classique dans les différents mangas de Hiro Mashima, là où personnellement j'aurais plus préféré qu'on soit dans la continuité du tome 10. En tout cas, on verra bien la réponse dans le tome 12. Après pas mal de détente, enchaînons avec un peu de sport avec Swimming Ace et son 3ème tome. Swimming Ace, c'est en quelque sorte justement mon shonen sportif du moment chez Pika. Lors de sa sortie justement, j'avais fortement apprécié les 2 premiers tomes du manga de cette série qui se conclut en 5 tomes. Et bien autant vous le dire tout de suite, pour moi ce tome 3 de Swimming Ace ne déroge absolument pas à la règle. Je trouve personnellement qu'à chaque nouveau tome et chaque nouveau volume de Swimming Ace, on retrouve un certain vent de fraîcheur. Le vent de fraîcheur qui nous est apporté justement par rapport à ce nouveau volume est principalement dû justement au début du volume qui est en fait un arc un petit peu centré sur l'exploration marine. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette première partie de tome dégage vraiment une véritable ambiance exploration et aventure scolaire que j'ai vraiment apprécié. Le reste du tome il est marqué par l'entraînement de nos héros en vue d'une nouvelle compétition, mais également par le dénouement de cette dite compétition. Donc pour faire simple, vous l'avez compris, avec ce tome on a vraiment affaire à un tome assez complet, j'ai envie de dire. On a de l'aventure, on a de l'exploration, on a de l'entraînement, mais on a de la compétition. Compétition qui s'avère extrêmement intense encore une fois dans ce nouveau volume. Avec ce 3ème tome, on commence également à ressentir en fait au cours de la lecture que les différents éléments de l'intrigue commencent à être mis en place pour nous préparer à la fin du volume, pour nous préparer à la fin du manga et au dénouement final de la série. En tout cas, encore une fois, j'ai vraiment apprécié ce nouveau tome. Est-ce que par hasard on causerait pas du 12ème tome de Demon Slayer? Moi je dis c'est une bonne idée. Encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses dans ce 12ème tome de Demon Slayer. Déjà, ce qui est vraiment pas mal grâce à ce tome, c'est que le tome s'ouvre en fait sur la découverte justement des autres lunes supérieures qui étaient encore inconnues pour nous. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que après justement ce passage dans le volume, on se dit vraiment que Tanjiro et les autres pourfendeurs ont vraiment encore du pain sur la planche. Dans ce nouveau tome, comme à chaque arc, on retrouve un petit arc de transition en fait sur quelques chapitres. Un chapitre que j'ai trouvé vraiment drôle parce que je trouve que l'idée justement de nous mettre le chapitre sur le point de vue d'un furtif qui s'appelle Goto était plutôt bien vu et du coup ça nous apportait justement un autre regard sur le manga. Et c'est toujours sympa d'avoir un point de vue extérieur à nos héros par rapport justement à l'intrigue. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce passage était assez détente, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'on a vu au tome précédent. Ce nouveau tome marque également le début d'un tout nouvel arc qui permet d'explorer un petit peu plus le lore de Demon
Demon Slayer, en découvrant le village des forgeurs de sabre des Pourfendeurs, donc à savoir les forgerons. C'est un tome également assez marquant parce qu'il explore encore une fois le passé de Tanjiro et notamment son père, qui semble lié d'une façon ou d'une autre à la lune supérieure numéro 1, et ça c'est super intéressant. Et ensuite, une fois n'est pas coutume, ce volume se termine encore une fois sur un retournement de situation des plus totales, qui annonce du très lourd pour le prochain tome, et qui risque d'ailleurs de mettre en avant le personnage de Genya, un personnage que j'adore personnellement. On l'avait pas vu beaucoup jusqu'à maintenant, mais je pense que maintenant il va briller. Là cette fois au 4e tome du manga Orion. Le précédent tome de Orion m'avait énormément hypé et donné beaucoup d'intérêt pour le titre, et qu'en est-il vraiment de ce nouveau volume? Eh bien, même si j'ai vraiment apprécié justement ce moment de lecture de Orion avec son 4e tome, je dois avouer être un peu déçu par rapport à la tournure de l'intrigue et la tournure de l'histoire. Parce que finalement, concernant le personnage de Musashi, on nous développe un élément déjà vu et revu dans plusieurs grands shonen, par bien entendu de shonen Neketsu, donc personnellement c'est vraiment pas ce que j'attendais par rapport au personnage de Musashi. En revanche, ce qui était pas mal dans ce volume, c'est que comme amorcé dans le tome précédent, nous explorons au cours de ce tome le passé tragique de Musashi et de son enfance, ce qui permet de donner au final pas mal encore une fois de background au personnage et faciliter justement l'attachement du lecteur au héros. Le point le plus intéressant de ce volume selon moi, c'est notamment l'évolution du personnage de Kojiro, qui je trouve se révèle de plus en plus comme extrêmement intéressant en tant que personnage et en tant que héros. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le premier tome, c'est le personnage qui a le droit à la plus grande évolution, là où le personnage de Musashi a très peu évolué. Ainsi, entre le tome 1 et le tome 4, le personnage est passé de héros en proie au doute totalement et un peu perdu, au statut de héros absolument serein et absolument confirmé. Bref, en tout cas, même si je suis un peu déçu par ce nouveau tome, je suis quand même curieux de voir où va nous mener le tome 5. Pour l'avant-dernière review de cette émission, je vais vous parler de Asadora et son 3e tome, le nouveau bijou de Naoki Urasawa. Alors, grâce aux éditions Kana que je remercie, j'ai enfin pu découvrir Asadora, et franchement je les remercie parce que ce genre de lecture c'est tout simplement du caviar. Et si je devais qualifier justement ces 3 premiers tomes justement du manga Asadora en quelques mots, je dirais tout simplement que c'est une excellente fiction réaliste, notamment grâce à son contexte, à ses environnements, à ses personnages, mais le tout mêlé avec une note de science-fiction. Le manga Asadora est un manga contemplatif, et ce nouveau volume nous le démontre encore une fois. L'auteur Naoki Urasawa, comme dans ses mangas précédents, prend absolument son temps pour développer justement son intrigue, ses personnages et les faire avancer progressivement, et place petit à petit tous les pions sur l'échiquier de son intrigue. Donc le récit prend son temps, certes, mais on sent vraiment que derrière, l'ensemble du récit est parfaitement ficelé et maîtrisé. Dans ce nouveau volume, les personnages de Asadora et de Kasuga vont être un peu malgré eux, amenés à faire partie du plan de défense du gouvernement visant à protéger les Jeux Olympiques de Tokyo de l'année 1964 en cas d'apparition de la mystérieuse créature. Un des points les plus intéressants de ce tome selon moi, c'est qu'il regorge et fourmille de petits détails historiques autour de cette année 1964 au Japon, une année cruciale pour le pays. Naoki Urasawa nous plonge de façon assez réaliste dans ce Japon qui essaye justement de se relever après l'après-guerre et qui perçoit justement dans l'événement que représentent les Jeux Olympiques un symbole de rédemption, de paix et le moyen de briller de nouveau sur la scène internationale. Dans ce nouveau volume et dans le manga Asadora de façon générale, il y a, je trouve, un véritable aspect pédagogique à l'œuvre, en plus de la fiction, et c'est toujours aussi intéressant d'en apprendre sur un pays aussi fascinant que le Japon. Et le tout se termine sur un cliffhanger qui annonce sûrement pas mal d'agitation au prochain volume. En tout cas, un conseil, ne passez absolument pas à côté de cette pépite, sûrement une de mes meilleures lectures personnellement de 2020. Et enfin, dernière review de l'émission, on va parler de Dr Stone et son 12e tome, un tome qui apparemment n'a pas fait l'unanimité auprès des fans, et je comprends pourquoi. Alors sur le papier, ce nouveau tome avait tout pour séduire les fans. D'ailleurs dans ce tome, tout n'est pas à jeter parce que le début de l'exploration de Senku et du reste de l'équipage permet de donner un nouveau souffle au manga, qui se rapproche vraiment d'un souffle épique qu'on peut retrouver dans les mangas un peu d'exploration et d'aventure. Et il n'y a pas de doute, avec ce nouveau volume, ça fait enfin du bien de sortir du cadre habituel auquel nous avait habitué le manga. En revanche, là où ce nouveau tome se plante selon moi totalement, c'est sur la fin du tome. On nous dévoile enfin un morceau conséquent de l'intrigue, un élément crucial qu'on était sûrement beaucoup à attendre, et pourtant selon moi, cet élément est mené de façon absolument maladroite. Et pour le coup, je trouve ça vraiment dommage que Richiro Anagaki nous présente ça dans son œuvre. Parce que là, les personnages principaux, donc Senku et les autres, font face à un terrible événement qui devrait normalement créer un véritable climat de tension dans le manga, et au final on se retrouve plutôt dans une ambiance un peu trop détente à mon goût. Et c'est vraiment dommage parce que ça désamorce totalement le côté dramatique que devait normalement avoir le manga avec cet arc, et pour moi ce début d'arc sonne comme un pétard mouillé. Donc pour le coup, une chose à dire, c'est que j'attends vraiment en tournant le tome 13 de Dr Stone, afin de voir si le reste de l'arc arrivera justement à sauver ce début d'arc un peu catastrophique, et si le scénariste arrivera à retomber sur ses pattes par rapport à son histoire, ou alors si ça va continuer dans ce délire. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment que ce nouveau format vous a plu. En tout cas, comme d'hab, j'attends vos retours avec impatience dans les commentaires sur ce nouveau format. Je vous avoue que si ça vous plaît, au moins ça m'arrange, et comme ça je pourrais vous proposer plus régulièrement en fait du contenu par rapport à des reviews. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.